Mais le sujet, c'est vraiment Al Pacino qui enfonce une porte sur du Joe Cocker, tu vois. C'est vraiment ça le sujet de l'émission. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bonjour, bonsoir à tous, c'est pas Thomas, c'est Mehdi Maivier. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nos Ciné, puisqu'aujourd'hui, No Fun prend les commandes de Nos Ciné. Je l'avais teasé en fin d'émission la semaine dernière, il fallait bien que ça arrive. No Fun fait du hors-piste et s'aventure le temps d'une émission sur le terrain du cinéma. Nos constantes références à nos films favoris trahissaient cruellement notre envie de parler 7e art et notre jalousie vis-à-vis des collègues de Nos Ciné. Et si vous nous suivez depuis un moment, ici ou sur d'autres médias, vous savez que nous avons quelques obsessions. Nico et la science-fiction, Nemo et Hitchcock, Yérim et les films d'horreur. Quant à Raphaël, et je crois qu'il est plus allé dans une salle obscure depuis Gladiator de Ridley Scott. Mais en ce qui me concerne, il y a bien une interview de rappeur sur deux qui se termine par la question suivante. Alors, Scarface ou L'Impasse? C'est justement ce dernier film qui va faire l'objet d'une émission aujourd'hui parce qu'on aime profondément Brian De Palma, que j'ai passé mon adolescence à me demander ce que ferait Carlito à ma place, et surtout parce qu'on a en réalité très envie d'être recruté par un média pour parler de cinéma. On va donc parler aujourd'hui de L'Impasse avec Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo. Salut. Yérim Sarr. Et qui est Yérim Sarr. Oui, toi tu n'as pas d'équé, toi aussi, qui est Splinter. Ah ouais, pourquoi pas. Bah oui, bah c'est ton équé. C'est parti, L'Impasse et De Palma dans No Fun / No Ciné, c'est tout de suite. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Voilà, ça y est, on y est. Je suis content, moi. Je suis content. C'est le moment de Pourtant, parler. leurs jingles sont pas terribles. Ah bah c'est pas Nodé qui a produit. C'est pas Nodé qui a produit. Classe américaine. L'Impasse donc qui est un film qui aujourd'hui on va dire reconnu comme un des chefs-d'œuvre de Palma et un film classique des années 90. Ça n'a pas été le cas à sa sortie où le film a été vu comme quelque chose qui faisait un peu du réchauffé justement des films qui avaient précédemment eu du succès de Palma, notamment les films autour des histoires de gangsters, type Scarface et Les Incorruptibles qui étaient tous les deux sortis dans les années 80. Les Incorruptibles aussi, hein, c'est fin des années 80, 89, c'est à la grande période de Kevin Costner. Ouais. Et du coup, ce film-là, pardon, posteriori, il a clairement été réhabilité. Peut-être Yérim, toi, sur L'Impasse et plus largement, c'est qu'est-ce que ce film t'inspire là? C'est quel souvenir de cinéma pour toi? Pour le coup, c'est un souvenir de télé parce que j'étais trop typeux pour le voir en salle. Après. Du coup, on était, comme t'as dit, on était trop jeunes pour savoir qu'en fait, il s'est pas pris un bide, mais clairement, c'était pas du tout des bons retours à sa sortie. Même critique d'ailleurs. Oui, même critique, ouais, tout à fait. C'est ça le truc. Après, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, moi déjà, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai lu le bouquin, les deux bouquins pour le coup, parce qu'en gros, L'Impasse, c'est l'adaptation du deuxième tome d'un diptyque écrit par un juge en fait américain qui s'appelle Edwin Torres. Et en gros le délire c'est que la première partie, c'est tout ce que tu vois pas dans le film. C'est la jeunesse de Carlito. Mais que tu verras. Et que dans un préquel dégueulasse. Dans un horrible préquel, je sais plus comment il s'appelle, mais avec un Puff Daddy qui joue dedans. Et malheureusement, dans la version française, ça s'appelle genre L'Impasse, l'ascension au pouvoir. C'est vraiment un truc. Et d'ailleurs, ils ont vraiment, je trouve que Carlito jeune, c'est vraiment Benny Blanco en fait. Tu vois, ils ont vraiment fait un acteur qui ressemble à John Leguizamo qui joue Benny Blanco. Le truc triste, c'est qu'ils ont repris Luis Guzman pour un autre rôle. C'est-à-dire que t'as pas de Changa plus vieux qui joue pas de Changa quoi. Ah bah lui il refuse jamais un rôle comme dans le film pareil. Exactement. Et en fait ça c'était quand tu lis les deux trucs tu comprends mieux parce que tu comprends mieux une des forces du film parce que ça aurait été une erreur, en tout cas ça aurait retiré beaucoup de force au film s'il l'avait fait en deux temps ou s'il avait gonflé le film entre guillemets en faisant masse de flashbacks pour dire attention avant Carlito c'était une terreur, attention avant Carlito il faisait 6. En fait le truc c'est que de le prendre, d'adapter le second tome, ça lui permet de faire déjà un truc super intelligent, c'est que en vrai c'est un homme qui est cassé, c'est-à-dire qu'il sort d'une très longue peine de prison et il veut plus de cette vie de gangster, etc. Et après, t'as la narration, la voix off, c'est-à-dire la narration à la première personne dans le bouquin qui devient une voix off au cinéma. Ouais. Et là, je sais pas si on peut parler de coup de génie ou quoi, parce que c'est très classique, mais c'est le fait de le faire commencer sur son lit de mort. C'est pas un spoil, parce que c'est la première scène du film. Ouais, c'est la première scène du film. Après, le film est sorti en 93, 94, donc on peut y aller. Je pense que ça va. Mais donc, le fait d'avoir un héros
qui te parle en fait toute la voix off et du point de vue de son lit de mort. En réalité, c'est pas un genre en temps réel et tout. Donc c'est un héros tragique, parce que c'est la définition du héros de tragédie, c'est un mec qui est condamné de base. Donc lui, il correspond à cette définition. Après, c'est plus tragédie à Shakespeare que grec, parce que c'est plus des histoires de complot, de paranoïa, de trucs comme ça. Et après, c'est sublimé par sa réal, donc la réal de Palma, où en gros, il y a une analyse à laquelle moi je souscris pas trop, qui est un peu psychologie de comptoir, qui dit qu'en fait, De Palma c'est totalement identifié à Carlito Brigante, parce que De Palma, dans sa vie, était pas au top de sa forme. Genre, en fait, il avait des problèmes de divorce, et puis même dans sa carrière cinématographique, il revenait de deux échecs en réalité, qui étaient en fait de très bons films, mais reconnus a posteriori. C'est Le Bûcher des Vanités. Le Bûcher des Vanités et Outrage, qui est très peu connu, mais qui est vraiment un très bon film avec Michael J. Fox, qui est dans un rôle très sérieux et sur très grave. C'est le Vietnam, et Sean Penn joue un soldat qui a violé en fait une femme. Et d'ailleurs, Sean Penn avec Brian De Palma. Et Sean Penn chez Brian De Palma, il tape pas mal de rôles de petit bâtard. Et en gros, le truc, c'est que la réal de Palma, moi je trouve que on peut après disserter des heures sur il se reconnaît dans le perso parce que c'est un homme qui revient d'un truc lourd et qui a aussi ce rapport à sa dulcinée qui est très compliqué, parce que d'un côté t'as De Palma, en fait apparemment il aurait divorcé parce que il n'arrivait pas à concilier sa vie privée avec sa carrière, donc ce côté pro, ou Carlito, sa vie professionnelle étant la rue, c'est ça son gros problème. Maintenant, ça, honnêtement, je pense qu'on peut pas le savoir parce qu'on n'est pas dans la tête de Palma. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Carlito De Palma colle à Carlito en termes de réal et en termes de positionnement. C'est-à-dire que là où, sur ses autres films, t'as une mise en scène qui est beaucoup plus flamboyante en général. Complètement. Vraiment, il y en a certains qui disent que c'est carrément baroque, etc. Là, on est sur un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus mélancolique. Il colle à sa voix off, et surtout, c'est le personnage qui dirige presque certaines scènes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les scènes où t'es vraiment du point de vue de Carlito, et qu'en fait, il est tellement expérimenté qu'il crame, qu'il y a un truc qui va pas. Par exemple, dans la première transaction qui part en couille avec son petit neveu dans le billard. Tu vois, c'est incroyable. Tu vois les déplacements, le premier regard et tout. Tu vois les déplacements de Carlito Brigante. En fait, c'est lui. La caméra le suit au sens premier du terme. C'est lui qui oriente vraiment l'action. Après, c'est pareil sur plein de trucs, quand il est dans son propre club et qu'il doit échapper à des gens, quand il est à l'hôpital, qu'il doit visiter son avocat et qu'il doit esquiver le flic. Exactement. Et évidemment sur chef-d'œuvre de la course-poursuite. J'avais vu un truc là-dessus sur De Palma, parce qu'en fait, il avait toujours cette histoire où il devait compresser son film au maximum, parce que le studio voulait en faire un énorme film de gangster comme d'habitude. Et la fameuse scène du billard où il y a toute cette explication où tu vois vraiment qui est longue, qui dure très très longue. Et justement, il disait genre comment je vais faire, parce qu'en gros, il avait presque 12 minutes de scène, je crois, et il lui disait, moi, les studios disaient, on veut que ça dure 6 minutes, tu vois. Et en fait, il a réussi avec un délire très suspense et en fait en faisant monter la pression avec très peu de choses. C'est très paranoïaque. Et vraiment, tu as le regard total de Carlito et un petit peu de son cousin, mais tu vois que c'est Carlito qui est en train d'analyser tous les petits détails. Et au final, ça a fait que De Palma, il disait, genre, quand j'ai montré en test, ils ont même pas capté que la scène, elle était hyper longue. Ils ont dit, ok, c'est bon, ça marche, c'est génial, on est totalement dans le personnage. Juste avant, on est là, on sait pas trop où se place Carlito. Là, on a tout de suite compris, sans faire des allers-retours, comme t'as dit, que c'était un boss, que le mec il comprend totalement la rue, il sait tout de suite que ça va être de la merde, et en même temps il veut s'en défaire le plus vite possible, et il se dit dès la première scène, il fait mais qu'est-ce que je fous ici, mais c'est la preuve, je suis dans la merde, je suis en train de me remettre dans la merde alors que c'est exactement ce que je voulais pas faire. C'est la preuve aussi par rapport à ce que disait Yérim, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément, quand tu veux raconter une origin story en tout cas, d'alourdir le film avec des flashbacks, etc., parce qu'en fait en quelques plans, en quelques scènes, tu comprends qui était Carlito quand il sort de prison et qu'il y a un ancien boss qui lui dit de voir et qui voit Carlito, qui se dit bon, qu'est-ce que tu vas me demander en fait, t'as passé 5 ans en prison, t'as pas dit mon nom, tu m'as pas balancé, donc en gros là je te dois un truc. Lui tu lui dis bah non, moi je veux. En fait tu comprends du coup que Carlito c'était quelqu'un, tu vois, et que c'était voilà, et alors là on va aller sur une théorie encore plus foireuse, mais tu vois c'est le côté Carlito c'est Tony Montana s'il était pas mort, tu vois. Et en fait c'est vrai que Carlito est un personnage super différent de ce qu'était Tony Montana, mais tu dis que voilà, est-ce que si
Tony avait trouvé la rédemption. En tout cas, tu sens que c'était une terreur, peut-être au même titre que Montana. Tu sens qu'il a touché dans la drogue, qu'il en a vendu. Enfin voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un film qui arrive 10 ans totalement après Scarface. C'est 2 films de commande, c'est-à-dire que c'est pas des films que Brian De Palma a choisi. C'était le producteur qui lui a dit. Il voulait pas le faire là. Non, les deux. Même Scarface, il voulait pas. Exactement. Parce que c'est les deux. Question d'ailleurs que ce soit Abel Ferrara qu'il fasse. Lui, il était pressenti. Parce que c'était les moments où ces mecs-là étaient plus dans cet esprit un peu baroque, gangster. Abel Ferrara venait de faire Bad Lieutenant, il était dans New York, enfin c'était le prince de New York et tout, c'était vraiment le moment quoi. Alors que De Palma était plus, en plus il en avait marre de faire le truc. Le prince de New York, c'est Eddie Murphy. Ah, pardon, c'est le roi de New York. Non, c'est vrai, The King of New York avec Christopher Walken. J'ai fait un switch. Mais j'adore Eddie Murphy, c'est pour ça. Mais en gros, c'est vrai qu'il en avait marre de faire des films de gangsters. Il avait, à mon avis, tout dit sur Les Incorruptibles et sur Scarface. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de petits détails où tu vois qu'il se dit, genre, bon, Scarface, si je l'avais fait 10 ans après, sur ce script, je l'aurais peut-être pas fait aussi baroque, comme tu disais, avec, tu vois, tout le côté grandiloquent que tu connais de Scarface, avec, donc il va refaire des fois les mêmes scènes, mais avec un côté un petit peu plus humain et un petit peu plus genre je me regarde dans la glace et putain c'est des conneries les mecs, tu vois, il fait les mêmes scènes de club mais c'est des scènes qui sont beaucoup plus rumba cool, tu vois, alors qu'à l'époque c'était hyper cocaïne, hyper succès et tout ça quoi. Pas de temps, c'est filmé différemment parce que forcément le héros est presque à l'opposé. Après je trouve que c'est pas la même période aussi ni le même lieu. Il y a ça, c'est pas le même endroit, etc. Mais après il y a un truc, c'est qu'en vrai, mais ça je pense que c'est plus un délire de spectateur. Effectivement, ça fait plaisir d'y penser comme ça, de dire et si en fait c'était la version apaisée de Tony Montana, ou la version s'il était pas mort, qu'il était juste allé en prison et qu'il s'était calmé en prison. Mais après par contre sur l'opposition un peu vénère, du coup pour que j'avais commencé sur le truc avec Roth, quand je lui ai dit du coup est-ce que tu penses quand t'es plus jeune, donc tu fais référence à une émission à BCDR, tout à fait, qu'on avait fait ensemble, t'es plus fougueux, impulsif, donc t'es plus Scarface parce que Tony Montana, Le Monde est à nous, etc. Et quand tu prends un peu d'âge, tu te sens plus proche de Carlito. Mais ça en fait en vrai c'est aussi de la psychologie de comptoir. Moi je pense vraiment qu'il faut pas les opposer, c'est juste les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que Tony Montana c'est un mec qui crève parce qu'il est dans l'excès, parce qu'il en fait trop sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il fait est normal, mais en fait, quand tu es dans un point de vue extérieur, tu fais non, tu cours à ta perte, tu vas dans un mur, etc. Que ce soit défier des gens plus puissants que lui, tout ce que tu veux, même son comportement au quotidien. Carlito, c'est un mec qui meurt parce que il en fait pas assez volontairement, parce qu'il en a marre en fait. Il y a plein de moments qui sont presque de l'ironie tragique, c'est tous ces moments où en fait normalement dans une tragédie t'as des indices très clairs qui te disent ce héros est condamné, il est condamné dès le départ, il peut rien faire, il va crever. Carlito, c'est lui-même qui se le dit. Il dit voilà, en fait, je dois suivre le code de la rue, code que plus personne ne respecte. Exactement. Au moment où lui revient. Mais ça va. D'ailleurs, Love Interest Penelope Miller lui dit toi et ton code de l'honneur, tu vois, on s'en fout et tout. Il dit je vais le faire quand même parce que je sais pas faire autrement. C'est mon ami, je lui veux un truc. C'est voilà, j'ai une dette, donc j'ai jusqu'au bout. Il y a ça. Alors qui sait en plus. Et il y a les moments de refus vraiment de participer à l'action. Donc ça se voit dans la mise en scène où en fait t'as des moments où lui c'est pas du tout le protagoniste principal, mais on reste sur lui et lui en fait c'est juste un observateur. Donc il y a tous les moments où son avocat part en couille, et en fait du bateau, alors voilà, bon le bateau c'est le paroxysme, même avant. Mais même quand il s'emballe dans des fêtes dans vraiment poussées, il y a ça, il y a ce regard de Carlito, tu vois, très blasé, très en retrait. Et surtout il y a le moment où il épargne volontairement Benny Blanco. Qui est lui-même en voix off. Qui est pour le coup peut-être plus Tony Montana que. Totalement Tony Montana, totalement. C'est Benny Blanco en fait, Tony Montana. Et en gros, la voix off de Carlito dit clairement ça va me retomber dessus parce que avant je l'aurais tué et j'aurais eu raison. Parce qu'il va revenir, il va me faire chier. Et il a ce truc-là de refus. Et après, c'est pour ça que pour moi ça se complète très bien parce que c'est vrai qu'on est d'une génération où Scarface ça a été. Cité. Et surtout nous en plus on est dans le rap donc c'est. On nous l'a presque imposé, on s'est presque fait pourrir le film à base de citations VF dégueulasses. En fait, ça reste un très grand film, tu vois, et c'est aussi une tragédie à sa façon. Mais par contre, c'est vrai c'est pour ça que pour moi, c'est les deux facettes d'un même truc, c'est que dans l'impasse, t'as ce truc de point de vue presque apaisé qui dit, genre, en fait, regardez-moi courir à ma perte, je le sais, je suis sur mon lit de mort. Et du coup, ça rend le film presque plus positif que Scarface parce que quand Tony Montana crève, je veux dire, il crève les narines pleines de coke en insultant tout le monde. C'est pas très positif. Non, mais justement, quand Carlito crève,
t'as l'impression qu'il est presque d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il se dit, il parle même de sa descendance. J'aurais essayé, et t'as le côté un peu plus positif sur, de toute façon, Carlito est en route, etc. C'est à ça que je pense que peut-être le personnage de Carlito il ressemble plus à Manny dans Scarface, un mec qui était un peu plus, tu vois, dans la réflexion un peu plus en arrière et moins dans la paranoïa complètement tarée et dans l'ambition folle. Et c'est comme si Manny s'était fait arrêter avant de se faire flinguer et qu'au final il ressort 5 ans après, c'est plus un caïd du tout et il essaie de se remettre dedans. Aussi. Ouais, il est moins dans les meufs, mais il est toujours, tu vois, parce qu'au final l'histoire d'amour, ça c'est un truc c'est vrai que Manny voulait se marier, il voulait faire les choses bien. C'est totalement ça, et c'est un truc qui est quand même très souvent dans Brian De Palma, c'est que très souvent c'est des milieux de mecs. Donc c'est beaucoup sur le côté un peu macho. Là c'est les Cubains, mais bon c'est joué par lui, il est italien, ils sont italiens. Enfin c'est un projet qui est monté par Pacino qui est aussi italien. Donc il y a tout ce côté un peu macho, cinéma vraiment de gangster et tout. Mais les personnages les plus importants et qui font switcher l'histoire, que ce soit dans Scarface ou que ce soit dans tous ces films de gangsters, c'est les femmes en fait. Et là-dessus il a vraiment, enfin je trouve l'écriture des couples dans les films de gangsters souvent ils sont pas toujours exceptionnel. Chez Scorsese, ça va. Parfois, les femmes n'existent pas, en fait, même. Chez Scorsese, ça va, mais c'est vrai qu'en général, c'est un peu compliqué d'avoir un vrai personnage qui est pas juste un faire-valoir ou une histoire de bagarre entre deux personnages. Mais pour moi, c'est la force d'un film comme Impasse, c'est que c'est autant un film de gangster qu'un thriller policier, que peut-être même une histoire d'amour en fait, parce que tu vois, c'est ça, comme un drame, exactement comme un drame. Et c'est ça que j'aime avec ce film, avec des fringues. C'est que t'as 4 genres de cinéma différents qui se croisent et qui se croisent bien sans que ce soit. En vrai, c'est un film de gangster, mais il y a quoi ? Il y a 3 grosses scènes de bagarre, enfin de Après, tuerie. Après, il faut revenir sur la course poursuite de fin, qui pour le coup est vraiment un cas d'école. Enfin, c'est du chef-d'œuvre parce que déjà, si elle était pas si bien, t'aurais pas cette espèce de sentiment de con de spectateur d'y croire à chaque fois, se dire il peut le choper son train. C'est fou ça. Et d'ailleurs l'histoire c'est qu'à la base ça devait être sur les tours du World Trade et puis il y avait déjà eu un premier attentat en 92 93 qui avait rendu ça impossible. Mais c'est vrai. En plus, ce qui est ouf, c'est qu'en plus la scène a été tournée, je crois, en plus de 8 mois. Et donc au début, ils ont commencé à tourner l'hiver, et donc toute la partie où il est genre en manteau et tout dans le métro, c'est en plein été. Et donc il en pouvait plus, le mec. Son long manteau en cuir. Il en pouvait plus. Genre apparemment, De Palma disait même, il y a une fois, il m'a dit c'est bon, j'arrête. Il est resté dans le métro pour rentrer chez lui. Genre ça l'avait saoulé. Et donc il est revenu après le lendemain. Et apparemment, c'était vraiment le point que De Palma il voulait qu'il soit absolument super réussi, parce que c'était finalement le cœur de son film en fait. C'était le moment où tu te disais, est-ce que le fait qu'il soit super positif, qu'il essaie de s'en sortir, ça va donner quelque chose ou pas ? Parce qu'il y a quand même, tu vois, au début on le voit, on sait qu'il s'est fait tirer dessus, mais on sait pas vraiment dans quelles conditions, on sait pas si, tu vois, il y a quand même. Parfois le film passe et t'oublies la première fois que tu le vois, tu peux zapper la première scène. Tu te dis, ça se trouve il s'est juste pris un, tu vois, parce qu'il se passe d'autres choses, à un moment il se fait tirer dessus, enfin il y a d'autres. Surtout là pour le coup, il y a tout le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que la caméra devient Carlito et vice versa. Parce que vu qu'en fait il doit esquiver à peu près 6 mecs qui le coursent dans 3 décors différents, t'as vraiment ce truc de chat et de souris et de positionnement, et là vraiment De Palma il est au sommet de son art pour moi sur ce truc, tout en temps réel et tout, parce que voilà c'est incroyable. Tu pourrais, si tu le vois sans vraiment avoir sans vraiment faire gaffe, tu vas juste te dire bon, c'est un jeu de chat et de souris, d'abord ils sont dans un club, puis dans une gare, etc. Non, c'est vraiment un truc chirurgical avec des groupes qui passent, lui il s'en sert comme un stack. C'est vraiment tout un bordel. Puis en plus, le gros truc de Palma, que après on va dire qui est le génie de Tarantino, d'un peu sampler des films qu'il a pu voir ou qu'il a pu reprendre. Là, il se ressent lui-même. Ce qui fait la scène des Incorruptibles. Voilà. Qui elle samplait le cuirassé Potemkin. C'est incroyable. C'est-à-dire que la gare et les escaliers. Enfin, tu vois, là, il est passé des escaliers avec le petit landau là qui fait tac tac aux escalators. Et tu vois, et genre, tu vois, alors que c'est 5 ans après, et il refait plus ou moins la même scène mais avec un autre fonctionnement et un autre but. Mais c'est ça qui est assez marrant. En mieux, parce que là, c'est Al Pacino et c'est plus Andy Garcia. Oui, mais même, tu vois, la scène où genre il rentre, où Pacino force la porte et tout, quand il rentre juste dans l'entrebâsement de la porte, tu peux pas ne pas penser à Shining et tu sais à genre Jack Nicholson qui rentre, il fait c'est moi et tout. Et en plus, vu qu'il y a un genre de chat à la souris entre eux, on sait pas trop si elle a envie qu'il rentre ou pas au début, etc. Tu sais, en fait, c'est ça qui me plaît aussi chez De Palma, c'est qu'il y a un côté un peu amateur, fan de cinéma. Voilà, d'amateur et fan. Et pour le coup, il fait beaucoup de sampling, ce qu'on va beaucoup plus ou moins donner à Tarantino après en disant genre oui, c'est du génie, mais en même temps c'est de la carotte. De Palma, il l'a fait quasiment sur toute sa carrière, et à mon avis c'est ça qui va aussi avec Hitchcock beaucoup.
Ouais, et même d'autres types de films, mais c'est vrai qu'il va reprendre en fait des problématiques totales. Même le pour truc refaire de première voix off qui arrive et qui te fait comprendre que le mec est sur le point de crever. Ouais. Même ça, tu vois, c'est. Je sais pas si c'est un hommage, mais enfin, tu vois, c'était Billy Wilder, je crois, qui avait fait un truc un peu avant sur ça. Non, mais ça se voit que c'est sur un mec. Principe, pardon. C'est un mec qui est baisé de cinéma et qui, pour le coup, même sans le savoir, arrête pas de sampler, de remettre, et à mon avis c'est vachement influent sur ce que, à mon avis c'est pour ça aussi que ça résonne chez nous, notre génération, c'est que c'est vachement influent sur le cinéma des années 90, alors que lui il va le faire beaucoup plus tôt, début 80, fin 70, à l'époque où personne le faisait en fait. Tout le monde trouvait ça un peu galvaudé, too much, un peu baroque et tout, et lui il va amener ce côté un peu cinéphile 3.0 et en le rendant un peu série B quoi, genre et on retrouve un petit peu ça quand, justement, Carlitos Way, pour revenir à ce qu'on disait au tout départ, en fait c'est ça, je pense, qui avait un peu perdu les gens quand le film est sorti à l'époque, parce que les gens, en voyant, après c'est à la fois un avantage et un handicap, c'est que quand t'as De Palma, Al Pacino et Gangster dans le synopsis, les mecs voulaient Scarface 2, et effectivement c'est pas du tout Scarface 2, c'est très complémentaire, mais si tu t'attends à ça, c'est clair que c'est vrai qu'on en a parlé, il faut remettre dans le contexte, début 90, c'est Les Affranchis de Scorsese, c'est Le Roi de New York de Abel Ferrara, il y a une esthétique incroyable autour des gangsters qui revient à la mode au début des années 90, et là Pacino et De Palma prennent ça complètement à l'envers pour en faire une sorte de film 70s qui à mon avis était complètement en désaccord avec ce qui se passait au début des années 90 sur ce type de film, et c'est ça à mon avis qui les a desservis, mais quand tu le remets dans un autre contexte, c'est peut-être un des meilleurs films qui est sorti sur ce niveau quoi. En fait pour moi c'est-à-dire qu'en fait il n'y a de gangsters que finalement le lieu ou la profession des mecs, mais tu vois par rapport à ces films de gangsters, dans les films de gangsters justement on voit beaucoup de gangsters, en fait ils traînent entre eux, les affranchis, les parrains, etc. Là en fait le quotidien de Carlito c'est pas ça justement, c'est sortir de ça, c'est gérer un club, donc c'est là, il y a un truc tu gangster, vois l'univers de la rue quand même, bien sûr, c'est pour ça que pour moi c'est pas un film purement gangster, tu vois, contrairement à mon avis je trouve qu'il est peut-être un peu plus réaliste, parce que justement on voit pas que les gangsters en costard entre eux en mode mafia qui s'embrouillent, qui se tarent, enfin il y a pas Joe Pesci qui va dire comment tu me parlais, là t'as vraiment un délire où genre t'as l'avocat qui est censé être un second rôle de fou qui devient le rôle pivot parce que c'est lui qui fout la merde dans tout en fait. L'avocat il fait vraiment le tentateur pendant tout le film, et puis surtout ça paraît réel, c'est quand tu vois le truc c'est souvent ce qui se passe, tu vois, là il expliquait le juge qu'il avait eu au moins 8 avocats qui s'étaient fait flinguer devant lui parce qu'il s'était rapproché trop proche de ses clients, et ça c'est une histoire que t'as pas souvent, parce que finalement ces mecs là souvent c'est des prête-noms rapides dans les films de Scorsese, on s'y intéresse même pas, c'est pas les personnages principaux. Là les vrais personnages principaux c'est Carlito et son avocat et David Cronenfeld, d'ailleurs qu'on voit dès le début et jusqu'à la fin, il est vraiment et qui est quasiment aussi important, il a autant de scènes, on vit comme lui, en plus c'est ça qui est intéressant, parce que Carlito tu sais tout de suite comment il se positionne, alors que Sean Penn, et surtout en fait t'as l'impression qu'il évolue alors qu'il est comme ça depuis le début, mais en fait tu vois son évolution dans les yeux de Carlito. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Brian De Palma arrive même à nous mettre dans des scènes où Carlito est pas là, à nous le présenter comme si c'était la vision que Carlito il en avait en fait. Donc tu le découvres en même temps Carlito, le fait qu'il va se passer, le fait que finalement c'est lui qui va tout dégoupiller, tu l'apprends en même temps, mais quelque part tu le sais parce que il y a plein de signes, enfin c'est vraiment bien millimétré au niveau de la mise en scène et du scénario, de l'écriture, on sent que il y a une vraie alchimie, et après tout a été créé autour de Al Pacino, mais je trouve que les personnages secondaires sont presque aussi importants. De toute façon la distrib elle est folle. Justement je voulais qu'on parle un peu et qu'on finisse peut-être là-dessus, parce que sur les comédiens, parce que on voit aussi Aragorn, il y a Viggo Mortensen qui joue une super scène. En plus lui c'est vraiment le perso qui vient enfoncer le dernier clou. Exactement. Ce dernier pauvre mec, tu peux même pas te fier à ça quoi. Donc exactement. La première chose qu'il dit quand il rentre dans la salle, il fait c'est un stand-up guy. Exactement. Et en plus il est en fauteuil, tu sais comment c'est écrit, l'histoire elle est folle et tu peux même pas lui en vouloir en fait tellement le mec est à bout. Parce que quand le mec il lui dit je peux même plus pisser tout seul, je sais pas, c'est juste triste. Exactement, tu te dis juste OK. Et donc t'as Viggo Mortensen, t'as John Leguizamo donc qui joue Benny Blanco, qui est un super comédien, bien sûr Sean Penn dans le rôle de l'avocat, et Al Pacino. Et c'est vrai que et Pachanga et Willis Guzman bien sûr, et Penelope Miller qui est pas l'actrice la plus passionnante du monde, on va pas se mentir, mais qui fait le job, ça marche bien. Ça fonctionne. Et surtout moi ce qui est cool justement, c'est le côté contraste complet entre
Carlito et son personnage, t'as l'impression qu'ils ont rien à foutre ensemble, et justement c'est ce qui fait qu'elle est peut-être que leur relation est inaccessible en fait. Ça c'est aussi pareil aussi, je trouve. Il y a un jeu de faux semblants avec eux où il la retrouve 5 ans après, elle lui dit je suis danseuse, j'ai fait des trucs à Las Vegas et tout, et après là aussi il va découvrir il voit qu'elle est strippeuse en fait. Et au fur et à mesure, tu vois, il découvre, et comme lui en fait, tu te dis mais qu'est-ce que je fous, je suis en décalage dans ce monde en fait. Même les gens, je pense que lui plus proche c'est de moi, un anachronisme, c'est ça qui est marrant, c'est que en fait il y a aucun personnage qui est comme lui et qui est sur sa vision des choses. Même elle en vrai, c'est juste après quand il se rabiboche, ils se remettent sur la même longueur d'onde, mais au début pas du tout. Lui c'est une sorte de mec surgi du passé qui comprend plus du tout le monde qui l'entoure, qui est un peu largué. Il dit d'ailleurs, au bout de 5 ans, on veut juste voir un visage qui est familier en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il est dans un nouveau monde et voilà, enfin un monde qu'il comprend plus. Mais justement, sur les acteurs, il y a quand même 2 acteurs qui, dans ce film-là, qui sont complètement méconnaissables si on compare avec d'autres films qu'ils ont fait chez De Palma, que ce soit Outrage pour Sean Penn ou Scarface pour Pacino. Donc c'est Pacino et Sean Penn. Et Pacino, moi, alors, je dis pas que c'est ça la marque des grands comédiens parce qu'il y a différentes manières de bien jouer, mais c'est vrai que avec des mecs comme, alors ça va être un cliché de dire ça, mais Pacino, De Niro, enfin tu vois, non mais Jack Nicholson, tu vois, c'est toujours les 4, non mais Dustin Hoffman, c'est les 4 acteurs qu'on va, enfin ce type d'acteurs là qu'on va citer, ou Marlon Brando, c'est cette non mais c'est cette manière, tu sais, d'être vraiment d'être très très différent, c'est-à-dire que même physiquement, Tony Montana, Christian Bale aujourd'hui, Tom Hardy aussi un petit peu, mais Tony Montana ne ressemble pas physiquement à Carlito Brigante, qui ressemble pas à Michael Corleone en fait, qui ressemble pas à Serpico, et pourtant c'est le même acteur et il y a cette même capacité à convaincre devant l'écran. Et peut-être vous sur la prestation d'Al Pacino qui est peut-être qui est beaucoup moins exubérante que celle dans Scarface pour le coup, mais qui glisse quoi. Alors je crois, si je dis pas de conneries, qu'il s'est immergé dans Harlem en fait pour avoir le look définitif du perso. J'avais une histoire trop bizarre là-dessus, parce qu'il disait au début je voulais un catogan. Ouais, il voulait une queue de cheval. Il voulait comme Raph, il disait genre je voulais une queue de cheval et tout. Et au final il est arrivé dans East Harlem, il a fait genre ah ouais non merde, ça va pas ça. C'est tout ça. Ah ouais, ça aurait été chelou. Et c'est là qu'il a fait son petit book et tout chelou. Donc il y a ça, il y a vraiment la vraie préparation d'acteur, l'immersion dans le milieu du personnage, etc. Après, il y a un truc, c'est que faut savoir qu'en fait, c'est tellement. Moi après, je saurais pas, tu vois, dire il joue mieux dans tel film ou il est mieux dans tel rôle si les films sont bons à chaque fois. Tu vois. Après, je sais que je sais pas si c'est une question de direction d'acteur de la part de De Palma, mais en gros, il y avait, je sais plus qui expliquait qu'en gros, pour lui, sa meilleure perf, c'était plus Scarface. Et donc moi ça m'avait un peu étonné parce que je m'étais dit tu trouves pas ça peut-être un peu caricatural avec le temps ou des trucs comme ça. Et il disait non mais c'est pas ça le critère c'est qu'en fait dans Scarface il y a aucun moment où je vois Al Pacino, aucun. Mais complètement. Je vois que Tony Montana tout le temps. Donc après le truc c'est que le perso de Carlito est peut-être plus proche de ce qu'était Al Pacino parce que c'est pas un fou furieux, etc. Donc voilà, moi j'aurais du mal à partir là-dedans. Par contre pour Sean Penn, qui lui est pas forcément aussi habitué des transformations radicales. Là vraiment Sean Penn il livre un truc qui est, David Kleinfeld c'est une dinguerie, je crois qu'en plus si on veut parler capillaire c'est pareil encore, c'est lui qui a demandé à se faire cette coupe débile là, il a dit je Jackson avant l'heure, moi je vois plus mon perso comme ça et tout, avec des cheveux chelous, je suis Larry David et je suis à peu près sûr qu'il y a un GTA qui le place. Je sais pas si c'est le Vice City ou le San Andreas, enfin moi je suis pas un connaisseur, non c'est pas San Andreas, en tout cas ça doit être Vice City, mais effectivement c'est le même personnage, c'est un avocat et c'est le même costume, la même coupe de cheveux, donc parce que vu que Vice City en plus c'est Tony Montana clairement, donc ils ont dû s'amuser ils ont combiné ça. On arrive au bout de l'émission, messieurs, vous avez été brillants. On pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est ça le problème. On attend que Joël, notre producteur, nous donne une émission cinéma. On attend ça très fort. J'aimerais quand même en lien ou pas avec l'impasse, avec De Palma, avec Pacino, avec tout ce qu'on vient de dire, un coup de cœur. Voilà, ça peut être un film récent, ça peut être, on va rester sur le cinéma pour le coup. On a l'occasion d'en parler aujourd'hui, donc profitons-en. Nemo, peut-être de Palma ou autre chose. Ouais, De Palma, moi, comme je disais dans l'émission, j'aime beaucoup en fait son côté sampleur d'Hitchcock. Bon, après il y en a qui l'ont appelé le pilleur parce que c'est vrai qu'il a repris à peu près. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des vraies obsessions. Et il se met carrément à faire des films qui s'appellent Obsession, où il prend en fait des sujets réels d'Hitchcock que même lui il a traité des fois 5 fois dans ses films,
et il les remet un peu à sa sauce personnelle, mais tu vois vraiment le sampling. Et pour ça, il y a 3 films en fait qui se suivent quasiment, qui sont Obsession, Blowout avec Travolta et puis Dress to Kill, donc Pulsion qui est juste après, qui sont un triptyque parfait pour rentrer dans le Hitchcock modernisé en fait. Et moi ce que j'aime bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je trouve limite, tu peux mettre son Mission Impossible dedans en vrai. Un petit peu, mais c'est vrai que t'as le côté film de commande qui un côté un peu plus action et tout, et qui ressemble justement plus au film de commande d'Hitchcock, alors que ces films, tu vois, réels, ce qu'il a inventé en fait, le psychose, les oiseaux, la flip, le suspense, le côté sueur froide avec des faux semblants et tout, ça on sent qu'en fait De Palma c'est son cinéma, parce que même dans Phantom of Paradise il va ressortir ce genre de truc. Donc moi vraiment ces 3 films là, au début j'étais vraiment, je me dis c'est des copies, c'est chiant, je vois trop en fait Hitchcock derrière tout ça, et au fur et à mesure le fait qu'il ait rajouté des petits effets un peu série B, de l'érotisme en fait, il y a plein de gens à poil, il y a plein de trucs un peu sexy mais chelou dans sa façon de traiter le truc, et ça j'aime bien. Et il y a aussi Body Double qui est un peu dans le même esprit, où il est dans des faux semblants comme ça, toujours à la chose trap, et en fait ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois tu redécouvres la façon dont le personnage principal, comme toi, découvre l'histoire au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais revu que chez De Palma et chez Hitchcock. Il y a le film Carrie aussi, qui est extraordinaire. Ouais, après c'est plus film d'horreur et tout ça, donc moi j'étais un peu moins là-dedans. Mais en termes de suspense vraiment et tout, je pense que c'est début 80, les 4 films là, c'est incroyable le traitement qu'il peut avoir. Yerim. Ouais, bah alors pour une fois j'avais fait mes devoirs, donc ouais, premier coup de cœur, Sucez-moi. Alors c'est un son d'Al Capote qui reprend en sample That's the Way I Like It de KCS and the Sunshine Band, qui est donc le son qui passe dans le club. Je sais plus dans quelle scène, mais ça m'avait marqué tout à fait quand j'avais reconnu le sample. Donc voilà, je précise que c'est Sucez-moi première version. Oui, c'est vrai, parce que c'est un morceau qui était remixé avec d'autres trolls. Trap un peu relou. D'ailleurs, juste pour une anecdote très rapide, le nom du club dans Carlitos Way, c'est le nom gros clin d'œil du stand de bouffe de où Scarface. il est main faute polo, elles sont à la mêle. Et non, après en plus sérieux, honnêtement, moi je dirais outrage, parce que j'ai l'impression que soit il est oublié, soit en tout cas personne n'en parle jamais. Pas, c'est vrai. Et ça s'appelle Casualties of War, je crois, en américain, je crois. Et en gros, c'est vraiment une très bonne perf de Sean Penn, encore une fois. Et c'est l'occasion de voir Michael J. Fox vraiment qui autre fait face Marty McFly, déjà, et qui arrive à tenir tête à Sean Penn dans pas mal de grosses scènes, donc c'est assez cool, sur un sujet assez grave. Et après, t'as en fait après t'as Carrie dont t'as parlé, dans un registre qui a aucun rapport et qui pour moi est dans les, allez, on va dire minimum top 5 voire top 3 des adaptations Stephen King, c'est-à-dire qu'en fait il a, après il y a beaucoup de ratés dans les adaptations Stephen King. Ouais, c'est vrai aussi. C'est très souvent mais disons qu'en fait il a pris les libertés nécessaires pour en faire pour le coup un vrai classique. Et voilà, ouais, si on reste sur De Palma, moi c'était. En parlant de ça, moi je sais pas ce que t'en penses, mais il y a pas longtemps j'ai revu Misery avec Katie Bates et James Caan, et j'adore ce film en fait. Ah, mais il est génial. J'adore Katie Bates, c'est fantastique dedans. C'est une super adaptation de stock de Stephen King. Non, c'est ça. Non, franchement. Mais après voilà, Carrie, faut préciser, ça repose aussi sur la performance de Sissy Spacek avec l'actrice principale. Et voilà. Et sinon, regardez Gomorrah, arrêtez de regarder Stranger Things, respectez-vous. Voilà. Et moi rapidement, vous avez parlé en fait de tous les films de Palma, voilà, que j'aurais pu citer. On a tout dit. Non, mais c'est pas grave. Non, mais moi justement, si on revient sur moi, ce que j'aime chez De Palma, en fait, c'est, si on veut, voilà, pour pas trop déboussoler parfois nos auditeurs, c'est il y a un truc chez De Palma, c'est que parfois il y a un peu la technique pour la technique, tu vois, comme avec certains rappeurs. Et c'est vrai que parfois ça peut être chiant. Je pense par exemple, tu vois, le film Femme Fatale avec Banderas, qui est... En plus c'était son retour. C'était vraiment pas un bon film. Mais tu vois, la scène d'intro, qui est encore un plan séquence, il refait le truc de Snake Eyes. On voit Bertrand Tavernier d'ailleurs, c'est au Festival de Cannes. Quand même, tu vois, tu te dis bon, il est plutôt déjà la fin de carrière un peu pour De Palma, et techniquement ça reste impressionnant, tu vois. Et alors dans ce truc-là, il y a bien sûr le plan séquence de 15 minutes dans Snake Eyes en ouverture, qui est un film qui est vachement imparfait, mais que j'aime bien, que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir. C'est un bon petit film. Exactement. Tu sens qu'il y a toujours les bases qui sont là. C'est avant qu'il parte complètement en cacahuète. Très belle chemise. Nicolas Cage n'est pas parti en cacahuète, c'est juste qu'il fait tout et son contraire. Voilà, exactement. Mais du coup dedans il est super bon. Il y a Carla Gugino aussi que j'aime beaucoup. Et voilà, et vraiment le plan séquence de début est hypnotisant, quoi. Et surtout quand tu réalises
au bout de 15 minutes qu'il y avait un plan séquence. Je me suis dit, putain, il faut que je le revoie, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu la grande force de Palma, cette maîtrise technique qui, à mon avis, parfois peut rendre même les scènes les plus anodines en moments de cinéma à coups. Moi, je sens que dans Mission Impossible, il y a une scène au restaurant toute simple entre Tom Cruise et je ne sais plus qui. Et en fait, sa manière de filmer fait que ça devient un truc excitant, en fait. Et c'est toujours, voilà, c'est la force de Palma. Merci beaucoup, messieurs. Merci Yerim d'avoir été là. Merci Nemo d'avoir parlé de l'impasse de si belle manière. Merci Jules à la technique. La semaine prochaine, on se retrouve. Alors, ce ne sera pas vous autour de la table, mais c'est quelques-uns des auditeurs qui nous ont envoyé des messages qui vont faire les No Fun Awards et qui vont élire l'homme de l'année rap 2017. On se retrouve la semaine prochaine. Rosebud